Donc voilà, on vient de voir un petit reportage sur le sommeil, comment ça marche. Déjà il faut savoir déjà qu'au final, il y a pas tant que ça de recherche sur le sommeil, étonnamment. Alors ça peut s'expliquer parce que, il y a certaines parties du cerveau qui sont sollicitées pendant le sommeil qui sont assez profondes et qu'au niveau de l'imagerie médicale aujourd'hui, eh ben, c'est pas ça on n'arrive pas encore à avoir assez de précision sur ces parties qui sont très profondes. Donc ça peut expliquer, c'est une partie d'explication. Pourtant, un Français sur 3 a des problèmes de sommeil, présents. Donc c'est quand même, ça concerne quand même pas mal de gens. Enfin, puis tout le monde dort, hein, même les animaux dorment. On passe un tiers de notre vie à faire dodo. Et oui, le saviez-vous? Un tiers de notre vie à dormir. Et sur ce temps de dodo, ce temps de sommeil, on passe un quart de notre temps à rêver. Voilà, pour avoir une petite idée. Dans les mécanismes qui régulent le sommeil, il y en a deux. Il y a le mécanisme, on va dire, homéostatique, c'est-à-dire que euh, au cours de la journée, il va y avoir une accumulation d'adénosine dans le corps. L'adénosine, en fait, elle est issue de la dégradation de ce qu'on appelle l'ATP. L'ATP, adénosine triphosphate, qui est la source d'énergie utilisée par nos cellules. Et au début, on a de l'ATP, puis de l'ADP, de l'adénosine diphosphate, puis de l'adénosine monophosphate, puis en fin de parcours, quand on a utilisé toute l'énergie, on n'a plus que de l'adénosine. Et ça permet à notre corps de voir en fonction de l'augmentation de la concentration d'adénosine seule, donc sans les phosphates, le temps passé dans la journée. Et cette augmentation de la concentration d'adénosine créer ce qu'on appelle une pression de sommeil. Euh, Parce que l'objectif, c'est de refaire les stocks d'ATP. Et pour ça, il faut être au calme, il faut être tranquille. Oui, ATP, adénosine triphosphate. J'ai dit autre chose, j'espère que je ne me suis pas trompée. L'autre mécanisme, c'est ce qu'on appelle le cycle circadien avec cette fameuse horloge interne qui est plus précisément le noyau suprachiasmatique, mais en dehors du Scrabble, vous n'avez pas besoin forcément de le retenir. En tout cas, retenez horloge interne qui va réguler notre rythme jour-nuit, qui est vraiment le chef d'orchestre parce que ça va rythmer aussi le rythme de nos organes, de nos cellules, etc. Et cette horloge interne, eh ben, au final, elle a un cycle qui est supérieur à 24 heures. On est plutôt aux environs de 25 heures. Après, bien sûr, ça peut varier d'une personne à l'autre. Donc, il va falloir régulièrement la remettre à l'heure. Et comment on remet à l'heure cette fameuse horloge interne? Eh bien, grâce à la lumière surtout. C'est vraiment la lumière la luminosité qui est très importante pour remettre à l'heure cette pendule et éviter qu'elle se décale pour garder, enfin rester entre guillemets réglée sur une journée sur la Terre ou qui dure 24 heures avec jour-nuit. Il y a la lumière, surtout le matin, c'est vraiment important pour remettre à l'heure cette horloge, l'alimentation, les interactions sociales et le sport. Il est important de dormir dans ce qu'on appelle la fenêtre de sommeil pour avoir un sommeil qui soit plus efficace et plus régénérateur. Et cette fenêtre de sommeil, elle est en général entre 23 heures et 7 heures du matin. C'est pour ça qu'on dit notamment que s'endormir après minuit, généralement, c'est moins réparateur. Et c'est aussi pour ça que quand on a du jet lag, c'est difficile de récupérer parce qu'on va dormir hors de cette fameuse fenêtre de sommeil. Dans le sommeil, on a aussi deux phases de sommeil. La première qui est la phase de sommeil lent, et à l'intérieur de cette phase, on a même deux phases. Lors du sommeil lent, vous allez avoir d'abord le sommeil léger. En fait, les ondes cérébrales vont se ralentir, c'est pour ça qu'on parle de sommeil lent. Et ensuite, une phase de sommeil profond. Et tout ça, c'est du sommeil lent. Sommeil lent léger, sommeil lent profond. Pendant cette phase, les neurones vont se synchroniser et ce qui va expliquer qu'au lieu d'avoir un tracé au niveau de l'électroencéphalogramme, donc de l'activité du cerveau, au lieu d'avoir plein de tut, 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 on va avoir vraiment des ondes très ralenties, beaucoup plus amples. Et ça va permettre, cette phase-là est importante pour la récupération physique notamment.
Elle dure environ, après, encore une fois, ça peut varier d'un individu à l'autre, environ 1h30. Et voilà. Ensuite, vous avez le sommeil paradoxal. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc. Ah oui, pendant la phase de sommeil lent, quand on observe les mouvements des yeux, donc on a vu onde cérébrale très lente, mouvement des yeux, on n'a plus de mouvement des yeux, par contre on garde un tonus musculaire. C'est pour ça notamment que c'est lors de cette phase souvent que vous pouvez avoir des crises de somnambulie pour ceux qui sont somnambules ou parler dans votre sommeil, etc. Ensuite, vous avez la phase de sommeil paradoxal. Cette phase dure environ 20 minutes et la particularité, et pourquoi on l'appelle paradoxale, parce que pendant cette phase de sommeil paradoxal, votre activité cérébrale, elle ressemble beaucoup à l'activité cérébrale que vous avez en phase d'éveil. Donc, cette activité en très, très active en fait. Une activité très active, tout à fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre cerveau, il turbine à plein régime. Et c'est une phase qui permet, qui est beaucoup liée à l'activité, enfin à ce qu'on va appeler le côté émotionnel, mais aussi la mémoire. Et pendant cette phase, on a ce qu'on appelle une atonie musculaire, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus du tout d'activité musculaire et on a des petits mouvements des yeux. On appelle les muscles oculaires, eux, sont toujours actifs. Et pendant cette phase, c'est difficile d'être réveillé. Un cycle de sommeil, un cycle, c'est une phase de sommeil lent plus une phase de sommeil paradoxal. Ça, c'est un cycle. Pendant une nuit, lors d'une nuit complète, vous allez alterner 4 à 5 cycles 4 à 5 cycles. Je ne sais pas pourquoi j'allais détailler. Qu'il faut savoir, et c'est pourquoi c'est important d'avoir un sommeil qui n'est pas fractionné. C'est qu'au début de votre sommeil, la phase de sommeil lent, ou phase de sommeil profond si vous voulez, va être plus importante que la phase de sommeil paradoxal. Et puis après, il va y avoir une inversion. La phase de sommeil paradoxal va être plus importante que la phase de sommeil profond, de sommeil lent. Donc pour avoir une récupération complète, parce que le sommeil lent, plutôt récupération physique, mais le sommeil paradoxal, c'est aussi là où le cerveau va se réorganiser, de nouvelles connexions vont se faire. Donc cette phase, elle est aussi très très importante et pas à négliger. Qu'est-ce que j'avais noté? Alors, il y a un truc aussi qui est rigolo, c'est qu'au final, et ça, ils n'en parlaient pas dans le petit reportage, mais on a constaté que les différentes parties du cerveau ne sont pas forcément tout à fait au même moment du cycle. Et il a été observé qu'il peut y avoir des écarts de 30 minutes entre certaines parties du cerveau. Et voilà, je trouvais l'anecdote rigolote. Il y a des mécanismes neuronaux différents aussi, que ce soit pour la phase de sommeil lent, la phase de sommeil paradoxal et l'éveil. On voit que les mécanismes neuronaux ne sont pas les mêmes. On ne les connaît pas tous et on en découvre tous les jours, donc c'est ça qui est passionnant. Petit plus aussi par rapport aux endroits qui sont les plus sollicités. Pendant le sommeil lent, on sera plutôt au niveau de l'hypothalamus. C'est pour ça que c'est pas forcément facile à étudier parce que l'imagerie n'y a pas forcément accès complètement dans le détail. Et au niveau de la phase paradoxale, c'est plutôt le tronc cérébral et en arrière du cerveau. Alors, le reportage n'en a pas parlé, mais moi je vous parlais aussi d'Armel Rancière qui a étudié en particulier le sommeil lent et le rôle du VLPO pour noyau préoptique ventrolatéral et en particulier aussi les cellules gliales. Dans le cerveau, vous avez les neurones avec les axones, donc les câbles qui vont faire circuler les informations électriques via des potentiels d'action, pour être précis. Et vous avez aussi les cellules gliales qu'on a tendance souvent à oublier, alors qu'au final, il y en a quasiment autant, si ce n'est plus, que de neurones.
et qui jouent un rôle important. Et on continue aussi à découvrir leurs différents rôles au fur et à mesure des recherches. D'ailleurs, je vais essayer de suivre ce que j'avais noté. Le rôle de ce fameux VLPO, je vais dire VLPO, ce sera plus rapide, et du sommeil lent. Il y a beaucoup de fonctions différentes. Il n'y a pas que la baisse ou la diminution de vigilance, il y a aussi la régulation de la température interne. Et ce qui s'explique parce que ce fameux VLPO est proche des neurones qui gèrent la température du corps. Il faut que la température de votre corps baisse d'environ 0,5 degrés pour dormir, qui peut expliquer qu'on dit souvent et que c'est difficile de dormir dans une chambre où il fait trop chaud. Cette phase aussi est importante pour le renforcement immunitaire, pour le renforcement de la mémoire déclarative, faits et événements, même si on a vu que le sommeil paradoxal était très important aussi pour la mémoire, c'est même le plus important. Ils ont aussi découvert pendant cette phase, mais ça reste encore, on ne sait pas trop pourquoi, ça reste à approfondir, que pendant la phase de sommeil lent, il y avait des mouvements pulsatifs du liquide cérébrospinal ou liquide céphalorachidien. C'est le liquide dans lequel baigne le cerveau. Et ça, a priori, pour nettoyer les déchets métaboliques présents dans le cerveau. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais en même temps, c'est déjà là. Oui, mais on voit que lors de la phase de sommeil paradoxal, il y a plutôt une augmentation du débit sanguin cette fois-ci. Pour l'instant, les recherches sont en cours, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est une explication. Donc, je vais revenir maintenant sur les cellules gliales et en particulier sur ce qu'on appelle les astrocytes, qui sont un type de cellules gliales en particulier. Ils ont plein de rôles différents qui restent encore à découvrir. Un rôle qui est pas des moindres, puisque les neurones, alors vous savez certainement que le glucose, c'est la base de l'énergie de nos cellules. Les cellules, elles aiment le glucose pour faire de l'énergie. Sauf que les neurones, ces petits coquins, eux, ils préfèrent le lactate. Donc, les astrocytes vont prendre le glucose et le transformer en lactate pour pouvoir, entre guillemets, nourrir, en tout cas apporter de l'énergie aux neurones qui préfèrent le fameux lactate. Les astrocytes vont aussi servir de ce qu'on appelle de barrière hémato-encéphalique, d'espèces d'étanchéité entre les agressions qui pourraient venir de l'extérieur du cerveau, on va dire, et le cerveau. Donc, ils ont aussi un petit peu ce rôle-là. Ils participent au développement, à la maturation des dendrites des neurones. C'est d'autres petits, des neurones, je vais préciser, et des synapses. Dendrites et synapses, en fait, vous avez le neurone, vous avez le câble, et au bout du câble, vous avez la synapse qui va permettre de faire le lien entre ce neurone-là et le neurone suivant. Et le neurone suivant, il y a le neurone, il y a le câble, mais il a en direction du premier neurone ce qu'on appelle des dendrites. C'est l'endroit où il va recevoir le message du premier neurone. Alors c'est sûr, un schéma, ce serait plus simple, je vous l'accorde. L'idée, c'est de comprendre que la synapse, c'est le point de rencontre, un petit espace entre les deux neurones qui va permettre de transmettre l'information entre ces deux neurones. Parce qu'on va reparler de la synapse un petit peu plus tard avec nos fameux astrocytes. Ensuite, les astrocytes participent aussi à la régulation des ions, l'homéostasie ionique qui accuse dans le cerveau, etc. Et encore une fois, il y a plein de choses encore à découvrir sur ces fameux astrocytes. Et d'ailleurs, Armel Ranciac a découvert de nouveaux astrocytes en étudiant le fameux VLPO, donc noyau préoptique ventrolatéral. Donc, passionnant, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Alors après, oui, elle a découvert aussi que ces fameux astrocytes peuvent être, en fonction du jour ou de la nuit, peuvent être plus ou moins proches des synapses. Donc ces fameux petits espaces qui servent de transfert d'informations entre deux neurones. Donc c'est pas négligeable.
Ils peuvent moduler l'efficacité, la densité même des synapses, grâce notamment en envoyant je crois que c'est des gliotransmetteurs, je crois. Enfin bref, ils balancent des trucs dans la synapse, et ils interfèrent et voire même prennent le contrôle de la synapse. Donc ils ont quand même un rôle hyper important aussi à ce niveau-là. Alors après toutes ces observations, euh, notamment dans les capacités, ces observations étaient faites chez la souris. Donc ce sont des corrélations, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est exactement pareil chez l'humain. Il faut faire des recherches complémentaires. Mais encore une fois, c'est difficile d'avoir accès à ces zones chez les humains. Donc voilà. Mais ça reste des découvertes passionnantes et des pistes. Le rôle des astrocytes, c'est vrai que j'ai l'impression que, moi qui m'intéresse un petit peu au cerveau, peut-être vous aussi, euh, on découvre l'utilité de ces astrocytes, de ces cellules gliales, parce qu'il y en a plusieurs types. Il y a les cellules de Schwann aussi pour la gaine de myéline, si ça vous parle. Et on découvre un petit peu qu'elles ont un beaucoup plus grand intérêt dans ce qui se passe dans notre cerveau que ce qu'on leur a prêté au départ, quoi. Donc comme quoi on découvre encore plein de choses sur notre corps tous les jours, quoi. Au niveau de l'alimentation, il y a une spécificité quand même. Je vous disais tout à l'heure que les neurones, ils ne captent pas le glucose, ils captent plutôt ils se nourrissent de lactate et pas du glucose. Et ben au niveau du VLPO, donc du noyau préoptique ventrolatéral, ils captent directement le glucose, mais ça n'empêche pas que les astrocytes captent quand même le glucose et le transforment en lactate. Et ce procédé va libérer de l'adénosine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par rapport à l'alimentation, ils ont regardé en fonction du temps, quand est-ce qu'on était dans la journée, ils ont envoyé plus ou moins de glucose pour voir un petit peu comment ça se passait au niveau des astrocytes, comment ils allaient le traiter. Et il se trouve que les astrocytes, en fin d'éveil, vont libérer beaucoup plus d'adénosine qu'au début de l'éveil. Ce qui veut dire plus d'adénosine, plus de pression de sommeil. Ce qui veut dire aussi que du coup, avoir une alimentation le soir avec un peu plus de glucose, alors attention, je ne suis pas en train de vous dire de manger des bonbons, hein, du glucose, on en trouve ailleurs. Mais a priori, pourrait engendrer une plus grande pression, une augmentation de la pression de sommeil, puisque on a vu que l'augmentation de la concentration d'adénosine augmentait la pression de sommeil. Voilà. Mais ne mangez pas des bonbons et pensez à vous brosser les dents quand même avant de dormir. Donc, je vous disais, toutes les zones du cerveau ne sont pas forcément au même stade de sommeil en même temps. On peut observer des fois des décalages de 30 minutes entre certaines zones. Le stress et le sommeil, ce qui se passe quand on est stressé, en fait, normalement, il y a une bascule qui se fait entre le sommeil et l'éveil, et ce qu'on appelle le modèle du flip-flop switch. Mais quand on a le stress, on a une augmentation de l'hormone de la cortisol, l'hormone de l'éveil, hein, du réveil même, puisque vous avez un pic de cortisol qui est tout à fait normal au moment du réveil. Hein, c'est l'hormone qui vous met en activité. Encore une fois, le cortisol n'est pas mauvais pour la santé à la base, il est naturel. Quand vous êtes stressé, c'est juste qu'il est en trop forte contraction, mais c'est lié au stress. Donc ne cherchez pas à vous débarrasser de cette hormone, mais plutôt à vous débarrasser du stress. Voilà, petit aparté fait. Voilà, la détox de cortisol, vous oubliez. Voilà, détoxiquez-vous plutôt du stress. Trouvez l'origine du stress et gérez le stress. Bref, c'était une aparté. Et du coup, donc, cette augmentation du cortisol, qui est l'hormone de l'éveil, va rendre plus difficile du coup ce switch, cette bascule entre sommeil et éveil. Et pour quand on est non pas forcément stressé, mais en dépression, là c'est plutôt l'inverse. On est en excès de sommeil et du coup on va plutôt avoir du mal à être dans la phase d'éveil. En parlant d'hormones, c'est vrai que j'aurais pu commencer par là, mais vous avez deux hormones. Donc, je vous ai dit, il y a un pic de cortisol au réveil. Et le soir, il y a aussi une autre hormone qui est assez importante, qui est libérée en fonction de la baisse de la luminosité. Donc, c'est pour ça que les écrans, c'est pas tip-top le soir, qui s'appelle la mélatonine,
que vous connaissez certainement, qui est libérée par la glande pinéale qu'on appelle aussi épiphyse. Donc la mélatonine pique le soir pour faire dodo. Ensuite, le matin, pic de cortisol pour se réveiller. Je vais finir par la partie pas tip top, mais les conséquences d'un manque de sommeil, bah, c'est la baisse de l'espérance de vie, donc c'est pas un rien quand même. Mais même si ah oui, et même si on est tous différents, et ça c'est tout à fait normal, on a des cellules, un métabolisme différent, donc on est tous différents, donc il y a des petits et des gros dormeurs, mais c'est à ne pas confondre avec la dette de sommeil. Une dette de sommeil, ça ne se rembourse pas. Et en plus, c'est pas parce que vous faites une nuit blanche et que le lendemain vous faites une grosse nuit avec une grosse grasse mat que vous allez récupérer. Il faut plusieurs jours pour arriver à récupérer. Donc la dette de sommeil, c'est ça qui est problématique. Si vous êtes un petit dormeur et que vous respectez votre cycle et que vous êtes, enfin voilà, c'est juste comme ça que vous êtes, il n'y a pas de souci. Mais si vous dormez J'adore la moins science. que ce dont vous auriez besoin, là, il peut y avoir un souci. Et bonsoir Gwen, bienvenue. Donc voilà, important de ne pas avoir de dette de sommeil. Les risques, bon, bah, bien sûr, c'est la baisse de vigilance, c'est des troubles du métabolisme, des baisses de l'immunité, des baisses de l'empathie, des risques d'AVC accrus, de cancer, de dépression, de maladies neurodégénératives, etc., etc. Le sommeil, voilà, le corps a besoin de sommeil, a besoin de récupérer, a besoin de se régénérer parce que pendant cette phase, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans votre corps pour se reconstruire les stocks d'ATP. Quand vous êtes plus jeune, la croissance, puisque les hormones de croissance vont être libérées pendant le sommeil pour vous faire grandir. Bref, plein de choses, consolider la mémoire. Voilà, et rafraîchir le cerveau, etc., etc. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup plus à vous dire et malheureusement, je n'aurai pas 36 000 conseils à vous donner si vous avez des problèmes de sommeil. Si ce n'est éviter de trop penser à dormir, parce que plus vous pensez, vous forcez à dormir, moins ça marchera. C'est malheureusement un constat. Une autre question qu'on m'avait posée en début du stream, il n'y a pas de bonne position pour dormir. Dormez comme vous vous sentez bien, dans la position que vous sentez bien. C'est le plus important au final, parce que de toute façon, vous allez bouger pendant la nuit, donc vous prenez pas la tête avec ça. Et puis voilà, et puis il me reste à vous dire bonne nuit, à très vite, et puis d'ici là, sentez-vous curieux. Ciao, ciao.